On peut parler du barème Macron. On est un peu perdu. Ça s'applique pas, ça dépend. Ça dépasse. Non, c'est vrai, c'est une espèce de On va truc, exclure les cas dans lesquels ça ne s'applique pas. C'est pour les licenciements nuls, c'est-à-dire fondés sur des discriminations ou des entorses à la liberté d'expression, etc. Donc là, on le sait, c'est clair, ça ne s'applique pas. Juste si tu peux réexpliquer ce que c'est que le barème Macron pour celles et ceux qui ne sont pas forcément des experts. Je croyais qu'on avait... Oui, c'est vrai. Mais Mais non. pas tout. On parle aux deux. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Ça vient DRH, le numéro 8. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut parfois être un peu vu comme difficile, mais vous allez voir, on va mettre beaucoup de touches de fun. On va parler de droit et de la manière de l'appliquer, ou pas d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler, en droit social avec un invité de marque, Étienne Pujol. Bonsoir Julien. Merci beaucoup d'être présent pour ces 8e épisodes de Ça vient DRH. On m'a dit déjà de faire attention de mettre mes petites mains, donc je ne le ferai pas une deuxième fois. Et cette fois-ci, comme vous le voyez, on sera bien en co-host Claire, que vous connaissez maintenant. Par cœur. Exactement. Et Pierre, bien sûr, qu'on présente plus vraiment. Exactement, maintenant. l'expert des intros. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, je pense qu'on va faire une intro à la fin, si ça continue. Peut-être. Donc, on va conserver notre petit schéma d'organisation, à savoir 3. Alors, pas pots, hein, 3 petites je sais pas comment Urnes. on dit. Urnes, voilà, c'est super. Où il y a des questions dedans et l'intérêt, c'est en respectant le timing, de pouvoir piocher un certain nombre de questions, de pouvoir y répondre de manière collaborative, sans trop s'interrompre, en s'interrompant quand même un peu pour donner un côté un peu dynamique. Sinon, ça risque d'être un peu boring. Et on va commencer, Étienne. On te laisse mettre une main innocente pour répondre à cette... La première urne. Ouais. Allez, hop. Oui, devrais-je dire. Question numéro 5. Devant la complexité du droit du travail, penses-tu qu'un juriste d'aujourd'hui devrait être le RH de demain ? Oui, on parle de reconversion, smiley. Ah, mais on lit vraiment toutes les questions. Moi, je suis Mais tu as raison, tu as raison. Par contre, est-ce qu'on La peut question. demander à Étienne de se présenter rapidement peut-être pour, Oui. Tu savoir peux me le où- demander, tout à Je fait. te le demande du coup. Eh ben, écoute, j'y réponds avec grand plaisir. Donc, bonsoir à tous. Je suis donc Étienne Pujol. Je suis avocat en droit du travail depuis plus de 20 ans. Alors, plutôt côté entreprise que côté salarié. J'exerce dans un cabinet que j'ai fondé il y a bientôt 3 ans. Où nous faisons des opérations de private equity et fusion-acquisition. Et moi, je m'occupe de la partie droit du travail qui couvre aussi bien la partie audit en amont pour vérifier si la cible est bien compliant en droit social que la partie aval, c'est-à-dire toutes les réorganisations, restructurations, harmonisation des statuts collectifs. Voilà, je suis à votre disposition pour répondre à toutes ces questions. Merci. Sans convention d'honoraires. Sans convention d'honoraires. Et c'est gratuit ce soir, donc profitez-en. Bon, c'est pas un live. On aurait peut-être dû lancer un live. C'est vrai. Ça sera pour une prochaine fois, je pense. Il y aura Bonne pas mal de idée. questions. Donc en qualité d'expert, tu vas pouvoir répondre parfaitement à cette question qui t'est posée. Alors, je pense surtout que, au-delà de l'aspect est-ce qu'un juriste devrait se reconvertir en RH ou réciproquement, je pense qu'il est très important dans les organisations d'avoir à tout le moins des réflexes juridiques quand on s'occupe de RH. Combien de fois nous rattrapons des dossiers mal emmanchés ou pour lesquels la réponse a été envoyée de manière trop rapide et après, nous derrière, on doit rattraper le coup, que ce soit pour on en parlera peut-être tout à l'heure, ça fait partie probablement des questions parce que c'est d'actualité, de la disparition soudaine d'un collaborateur, savoir si il La recherche démissionne parfois ou d'un collaborateur. s'il a démissionné ou s'il faut faire quelque chose pour acter de la rupture du contrat de travail. Mais voilà, donc d'une manière générale, je pense qu'il est assez clé de la part des DRH ou des RRH d'avoir quelques réflexes basiques. J'avais fait il y a une quinzaine d'années un vadémécum du manager qui a vu un petit succès d'estime, mais où on gérait en 4 feuilles vraiment la partie recrutement, la partie gestion du contrat de travail et la partie fin de la relation de travail. Et je pense que l'idée, c'était vraiment que chaque manager ait ça sous la main pour avoir des réflexes. Parce qu'effectivement, après, nous, derrière, quand on est avocat, qu'on doit gérer les contentieux liés à des dossiers mal emmanchés, c'est assez problématique. Mais tu remarques ça de manière globale
pour des managers qui sont opérationnels et pas dans la RH, ou aussi pour des profils de RRH, DRH ou même de chargé RH? Tu peux le dire. Ça dépend d'où. Tu peux le dire, hein, Étienne. Non, ça dépend d'où ils viennent. En fait, Ok. il y a certains qui ont des réflexes et des plutôt bons réflexes, et c'est agréable de collaborer avec eux parce qu'on peut s'enrichir mutuellement Bien sûr. de nos expériences. Et c'est vrai que dans les grands groupes, il y a toujours une partie division juridique au sein de la direction Relations des sociales ressources Plus humaines. facile, oui. Donc ça, à la limite, ils font moins d'erreurs. Mais, et j'en reviens à la question de l'abandon de poste, le sous-jacent de cette proposition, ça a été de rattraper au vol des gens qui faisaient mal, qui appliquaient mal les réflexes qu'il fallait avoir. Et c'est vrai que dans les plus petites organisations, des DRH qui souvent n'ont pas le background DRH non plus, souvent c'est des assistants ou des assistantes qui montent dans les hiérarchies pour s'occuper du collectif, avec souvent un prisme Chief Happiness Officer, mais je sais que ça fait sourire parce Je crois qu'on a beaucoup parlé. déjà Oui. fait Pierre a quelques dit minutes oui. sur le 2e ou 3e podcast. Je crois. Tout à fait, on a eu l'occasion d'en bullshit parler. par excellence. Bah, Mais, c'est exactement ça. mais voilà, donc il faut qu'à tout le moins, quand on monte comme ça en compétences, ça soit accompagné de formation. On en reparlera peut-être aussi si on parle du télétravail, mais il y a des choses qui sont extrêmement importantes dans l'accompagnement au quotidien des personnes qui s'occupent de l'humain au sein des Ouais, bien entreprises. sûr. Mais parce que c'est vrai que on dit souvent, en tout cas on le présente comme ça dans les ressources humaines, on a le sentiment en termes de communication que c'est finalement un travail autour de la mobilité, effectivement de la qualité de vie au travail, du bien-être, et en fait très peu comme si le droit ou l'administratif, on a eu l'occasion d'en parler, était relégué et n'existait quasiment plus parce qu'en 2022 on est moderne, on est une start-up ou pas qu'une start-up d'ailleurs, et ça représente que quelques pourcentages du temps de travail. La réalité, c'est quand même bien plus nuancé que ça. Ça représente quand même une part assez importante. Et avoir des vraies défaillances ou aucun intérêt pour la fonction juridique, administrative, on va dire juridique, c'est quand même aussi un problème. Et c'est souvent un peu blagué comme si c'était plus des RH. Moi, j'avais entendu déjà, la paye, c'est pas des RH. La formation, oui, la formation de haut niveau, mais c'est pas des RH. Et limite, le juridique, oui, mais il y a l'avocat. Donc, ouais, mais à un moment donné, quand ça se crispe, quand ça se tend, et c'est quand même le cas actuellement, d'avoir aucun réflexe, mais vraiment aucun. De Exactement. mon point de vue, c'est Oui, un peu c'est ça. Et problématique. puis l'entreprise, elle est cyclique, donc il y a forcément des périodes de mou ou des périodes plus difficiles. Et c'est vrai que sans aucune compétence, c'est compliqué de faire tout reposer sur l'avocat qui arrive finalement parfois un peu en deuxième instant. On a pris une décision et là on se dit oups, on a fait une erreur et on appelle l'avocat pour voir comment rectifier. J'allais un peu insister sur ça, c'est que bien souvent, je pense que l'intervention de l'avocat arrive toujours un peu à la dernière roue du carrosse, quand il y a déjà un contentieux ou quand on sent que le contentieux va arriver. Et c'est aussi cette manière d'appréhender aussi le droit quand on n'est pas forcément, n'a pas forcément une grosse appétence juridique quand on est RH, c'est que c'est toujours lié droit égale problème ou inversement, et du coup on n'a pas ces réflexes-là, et je pense que c'est peut-être aussi, ça vient de là aussi. Tu as tout à fait raison, Pierre. La problématique à laquelle nous on est confrontés, avocats, c'est qu'effectivement on est vu comme un mal nécessaire, mais on arrive... Oui, c'est ça. Les clients ont peur de dépenser de l'argent en disant ça va coûter cher, donc C'est vrai que ça coûte cher, c'est vrai. Très cher. Mais il y a de la valeur ajoutée. Ah, derrière. bien sûr, bien sûr. Et le point, c'est qu'effectivement, on arrive à la fin, ça a été géré bon an, mal an en amont, mais nous, derrière, on a des situations qui sont parfois irrattrapables. Ah bah, bien sûr. Il faudrait que l'avocat soit aussi vu, un peu comme l'expert comptable, comme quelqu'un qui va aider, qui va faciliter. Bon, on est rentré tout de suite dans le vif du sujet. Eh bien, clairement. écoute, tu vas pouvoir prendre la deuxième question. Toujours dans la même urne. Oui, ou Claire, vas-y. je Ah sais bah, pas, Claire, vas-y. Je vais lire. Je vais être. Oula. Oui, c'est un petit, un tout petit point. Petite main, ouais. Et les opérationnels RH dans votre carrière, vous en pensez quoi? Beaucoup de bien. J'ai beaucoup de. Déjà, c'est pour ça. Alors, on veut refaire un peu mon historique. Moi, j'ai commencé, je faisais du droit des affaires, donc je faisais la partie juridique des fusions-acquisitions. Et il se trouve que, par le hasard du métier, quand on est avocat, j'étais dans une petite structure américaine, certes, mais petite structure, on était 11. Mon premier gros dossier a consisté à fermer 3 usines. J'avais jamais fait de droit social. On parlait de livre 3 et livre 4, je crois que c'était des bouquins que je trouvais dans la bibliothèque. Oui, c'est vrai. Donc j'étais un peu largué. Et puis j'ai eu la chance du débutant, les 3 usines ont été fermées. On a viré 500 personnes. J'ai eu 0 contentieux, 0 grève. Et donc j'ai été étiqueté spécialiste en droit du travail de mon petit cabinet américain. Et je suis venu à ça, et en fait j'ai trouvé ça, la relation au client beaucoup plus intéressante, parce que riche humainement. J'avais des interlocuteurs qui étaient des DRH, et dont je comprenais, que j'avais
beaucoup moins avec les banquiers d'affaires, dont je comprenais la souffrance, et j'avais beaucoup d'empathie pour eux, et j'étais un peu quelque part aussi le déversoir de leur propre souffrance. Il faut voir que les DRH, mais vous le savez tous, vous êtes DRH, ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Il y a les injonctions de la direction qui dit il faut faire ça, en l'occurrence sur le plan social, il faut fermer 3 usines, et puis les remontées de salariés qui disent mais vous pouvez pas me faire ça. Et les syndicats. On ne pas oublier les syndicats. Les syndicats aussi. Mais oui. Du coup, globalement, ils sont pris entre le marteau et l'enclume, ils sont en grande souffrance la plupart du temps, notamment dans la période 98, puisque j'ai commencé en 98, 2002-2003, il y avait quand même pas mal de plans sociaux, il y avait les 35 heures à mettre en place. C'est vrai, c'était des usines à gaz, donc il fallait expliquer déjà aux Américains ce qu'étaient les 35 heures. Oui, ça devait être par jour. Un peu compliqué. Non, pas par jour. Non, c'est pas. Et voilà. Et du coup, j'avais comme interlocuteur des gens avec lesquels je pouvais discuter, et surtout qui passaient de nombreuses heures facturables à m'expliquer combien ils étaient eux-mêmes en souffrance et quelles étaient leurs difficultés opérationnelles. Et donc ça t'a changé dans la manière finalement d'appliquer ton droit. Ça a changé la perception de le mettre. Mais d'autant plus que l'avocat, en fait, comme il est prestataire extérieur, il a une écoute particulière. Soit on est le conseil de l'actionnaire, soit on est le conseil du dirigeant, mais on est beaucoup plus écouté, et ça, je le regrette, je le déplore, mais c'est un constat, on est beaucoup plus écouté que le DRH qui va dire exactement la même chose. Exactement, ça je confirme. Vous confirmez tous. Oui. Ça c'est agaçant. C'est très agaçant. C'est exactement. Ça n'a rien à voir. Si, je t'assure, c'est globalement la même chose. C'est ça. C'est pas possible. Oui. Mais il dit mieux, lui. Ah, dis mieux, alors, dans ce cas-là, il dit mieux. Puis il est surtout avocat. Ah, c'est ça, dis-le surtout. Il a surtout la crédibilité du barreau. C'est ce qui fait la différence. Ouais, ou alors de celui qui est extérieur. Et surtout, et je le vois aussi quand tu parlais de relations de confiance, souvent, en fait, il arrive, notamment quand on conseille des startups, parce que c'est quand même beaucoup de ma clientèle, on finit par être, en tant que conseil extérieur, et conseil souvent de l'actionnaire, le plus ancien, celui qui a le plus ancien de service RH. Oui, c'est vrai. Donc, je ne sais pas si c'est toujours une bonne nouvelle. On a tout l'historique. Moi, j'ai des dossiers qui remontent à 2002-2003 pour mes clients. J'ai tout l'historique. Donc ils me disent pourquoi on avait négocié ça. Je te retrouve le mail, etc. Donc, c'est vrai, c'est sympa. C'est aussi une valeur ajoutée qu'on peut apporter à nos clients. Évidemment. Parce que beaucoup de postes sont interchangeables. En revanche, le conseil extérieur, quand vous avez toute la traçabilité et pourquoi on a négocié ça, les syndicats en face, eux, ils s'en souviennent. Eux, ils ont la traçabilité. Ils ont l'historisation. Ils sont meilleurs. Pour le client, c'est important. Dans ma précédente boîte, c'est vrai qu'il y a une avocate qui était vraiment affiliée à la structure, qui était là depuis, je pense, une vingtaine d'années. Elle avait vu passer je sais pas combien de DRH et c'était vraiment elle portait toute l'ancienneté. Et elle disait vous n'allez pas rester longtemps vous d'ailleurs. Et bah ouais. Ouais, c'est ça. Bon, vous venez là 7 mois. Dans 7 mois vous n'êtes plus là. C'est compliqué, c'est dur. Ouais, je vois bien. La prédécesseur, celle qui était encore avant vous m'avait dit. Ouais, d'accord. Ça met pas vraiment à l'aise. C'est une bonne entrée en matière. Généralement c'est le cœur du réacteur, mais ouais. Donc pour poursuivre les échanges et rentrer un peu plus dans le vif du sujet, alors le droit social, je pense que tous les droits, mais je dirais que le droit du travail, il a comme particularité de toucher finalement le quotidien des gens. Ouais. Plus que le droit fiscal, qui est quand même beaucoup plus abscon, ou le droit, j'en sais rien, alors le droit des affaires, pareil. Le droit du travail, dès qu'il y a une réforme, alors on va pas rentrer là sur la réforme du chômage, mais ça touche le quotidien des gens. En tant que candidat, salarié, on a tous quelqu'un qui à un moment donné a été plus ou moins proche du droit du travail, alors que le droit fiscal ou le droit civil, mais ça ne concerne pas forcément tout le monde. Donc c'est quand même une vraie spécificité, donc il y a des tonnes de sujets, donc il a fallu quand même faire un tri sur des sujets abordés avec quand même on va dire une boulimie, une frénésie de législation. Ça, je trouve que ça s'est quand même pas arrêté, des accords collectifs, des thèmes. Donc ce qu'on va proposer, c'est d'aborder quelques sujets. On pardonnera à ceux qui vont nous écouter, on n'a pas pu tout traiter. Et d'ailleurs, même là, on ne pourra pas tout traiter dans les thèmes proposés. Mais on va laisser une main innocente, Pierre, commencer par une première... Touille un peu, non, ok. Non. Touillette, comme tu veux. Eh ben, ça fait vraiment l'actualité en plus, c'est parfait. L'abandon de poste, pourquoi ça pose problème aujourd'hui? Ça va énerver déjà Étienne, ça. C'est pourquoi ça va poser peut-être beaucoup de problèmes demain. Est-ce que tu peux recontextualiser? Oui, recontextualiser pour ceux qui connaissent pas. Recontextualiser, alors il faut retourner la petite truc. Ah oui, pardon. Oui. Merci Étienne, merci. On est au 8e. Oui, c'est vrai. On pourra en être là. Alors, le contexte. Le gouvernement présente un projet de loi relatif à l'assurance chômage et un député a la curieuse idée d'insérer dans les dispositions relatives à l'assurance chômage des dispositions visant à sanctionner les salariés qui abandonnent leur poste. Motif pris de ce qu'il serait particulièrement injuste de faire supporter Pôle emploi la décision d'un salarié de quitter son entreprise, qui donc s'apparente à une démission. Alors, nous, en tant que juristes, on trouve ça un peu curieux parce qu'on sait comment réagir quand un salarié abandonne son poste.
procédure traditionnelle, quand un salarié ne se présente pas, on le met en demeure de justifier de son absence. S'il ne répond pas à la mise en demeure, on le convoque à entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave. Il ne se présente toujours pas, on tient l'entretien préalable, il ne se présente pas, donc l'entretien préalable ne peut pas se tenir. Et 48 heures après, on lui notifie son licenciement pour faute grave. Ça ne coûte rien à l'entreprise puisque tous les jours d'absence ne sont pas rémunérés. Le licenciement pour faute grave ne donne pas lieu à indemnité de licenciement, ni à préavis. Il reste juste les congés payés à payer et c'est tout. Et effectivement, le collaborateur, après, peut, s'il le souhaite, aller chez Pôle emploi pour bénéficier de son allocation de retour à l'emploi. Rien n'empêche d'attaquer l'entreprise par ailleurs. Par ailleurs, mais comme il a été licencié pour faute grave et qu'il est objectivement, il n'a pas été là, c'est un peu compliqué pour lui. Après, il peut dire les raisons pour lesquelles il n'a pas été là. Et là, le cas échéant, ça peut justifier. Mais voilà, donc on sait comment réagir, donc on ne voit pas trop le problème par rapport à quelqu'un qui ne se présente pas. Sur l'argument de c'est un juge qui soit pris en charge par Pôle emploi, là aussi on trouve ça un peu curieux, nous les juristes, parce qu'on se dit, dans la plupart des cas, quand on est confronté à quelqu'un qui abandonne son poste, c'est soit il envoie une lettre en expliquant les raisons pour lesquelles il abandonne son poste, et là on a de quoi se rattraper, mais sinon la plupart du temps, c'est qu'il a juste retrouvé un travail et qu'il veut embaucher chez son nouvel employeur le lundi suivant, et donc il ne donne pas d'explication. Et voilà. Mais l'argument Pôle emploi, du coup, il n'est pas pertinent puisque le collaborateur ne veut pas s'inscrire à Pôle emploi puisqu'il a un nouveau job. Oui. Et il n'y a aucune statistique relative au fait de combien coûterait un collaborateur qui abandonne son emploi et qui irait s'inscrire à Pôle emploi derrière. Donc vraiment, on ne comprend pas l'argument. D'autres personnes sont venues dire oui, mais c'est quand même injuste parce que ça coûte cher. Et là, on dit mais vous avez des statistiques ? Non, on n'a pas de statistiques. Et on dit mais pour les salariés qui prennent l'initiative de quitter leur emploi et qui négocient une rupture conventionnelle, c'est aussi injuste dans ce cas-là. Puisqu'ils négocient une rupture conventionnelle, c'est eux qui sont demandeurs à quitter leur poste, et pour autant, ils vont bénéficier de Pôle emploi derrière. Là, effectivement, on n'entend pas d'objection derrière, surtout quand on sait, et c'est une statistique publique du gouvernement, que dans les 3 quarts des cas, les ruptures conventionnelles sont à l'initiative des salariés. Maintenant, oui, au démarrage, maintenant, oui. Sont des substituts à la démission. Donc, si vous voulez vraiment traiter le problème du déséquilibre financier de Pôle emploi, pourquoi vous ne traitez pas les ruptures conventionnelles ? Oui, je pense que c'est clair. Après, je pense que l'abandon de poste, c'est aussi la possibilité pour certains salariés de toucher justement les indemnités de chômage. Effectivement, je ne sais pas quelle est la stat, dans des boîtes qui peuvent être réticentes au fait de donner des ruptures conventionnelles. Moi, je l'ai vu dans le cadre de personnes qui étaient plutôt dans une logique de reconversion et du coup de formation et d'aller vers un autre job. Parce que c'est vrai qu'à une époque, il me semble que Macron avait dit qu'il pourrait aider sur la reconversion des personnes. C'est quand même d'actualité en ce moment de se reconvertir sur des jobs qui ont parfois rien à voir et qui méritent 1 an ou même plus de formation et de pouvoir justement toucher quand même quelque chose par ailleurs. Ouais, être accompagné dans la reconversion. Ouais. Mais moi, c'est plutôt mais ils ont payé pour ça. Exactement. Mais ça fait l'objet d'une cotisation. Donc, à la limite, c'est pas totalement déconnant de voir quelqu'un et être aidé par Pôle emploi, c'est un mécanisme assurantiel, donc il y a eu un paiement pour ça, etc. Donc, in fine, on crée un instrument juridique assez curieux, c'est la présomption de démission. Ça n'a jamais existé en droit du travail, donc on crée une fiction juridique de présomption de démission. Et pourquoi ? C'est en fait, on pense que c'est pour couvrir les employeurs qui ne faisaient pas ce processus de licenciement pour faute grave, qui disaient tu t'es pas présenté, je te considère comme démissionnaire. Et qui après recevait une notification du Conseil de prud'homme disant vous m'avez considéré comme démissionnaire, mais en fait j'ai jamais été démissionnaire et donc vous m'avez licencié sans cause réelle et sérieuse, et qui boum, licenciement sans cause réelle et sérieuse dit indemnité de licenciement, indemnité de préavis et barème Macron pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et là, effectivement, c'est une douloureuse pour les employeurs. Mais ce n'est pas du tout un argument Pôle emploi dans ce cas-là. Non, bien sûr. Après, c'est vrai que... ça n'a pas à figurer dans une loi sur Pôle emploi. C'est vrai que alors, je ne sais pas si c'est pour des raisons économiques, mais au démarrage, quand la RC elle arrive parce qu'il y a une situation de blocage. On a le choix entre soit une démission, soit le licenciement, et il n'y a rien au milieu. Alors qu'il existe dans d'autres pays, effectivement, une espèce d'alternative. Et au démarrage, quand la RC elle déboule, les salariés n'en font pas la demande parce qu'ils ont peur, ils ne savent pas comment ça marche et ils ne savent pas s'ils vont bénéficier de l'indemnité Pôle emploi. Donc c'est les entreprises. En tout cas, quand ça arrive, moi je sais que nous on en a proposé, c'était peu et c'est nous qui avions la main. Et puis petit à petit, la situation elle est un peu partie. D'ailleurs, quand on parle de la grande démission, en France, on se fait plaisir. C'est pas la grande démission qui s'est passée, c'est la grande RC. C'est la grande RC. Donc c'est clair. Il faut arrêter de. Non mais je veux dire, il faut quand même arrêter de se voiler la face. La DARES elle a fait une étude il y a pas si longtemps que ça pour dire que non, par rapport à 2018-19, les chiffres n'ont pas explosé. Ce qui est pas le cas aux États-Unis, pas le cas au UK, mais c'est pas les mêmes régimes. Et
moi, pour avoir été, quand j'étais jeune et insouciant en poste, on pouvait demander les ruptures de RC où c'est vrai qu'on avait des chefs d'entreprise qui refusaient par posture, pas parce que ça leur coûtait, parce que ça ne coûte pas une fortune, mais par principe. En disant, s'il veut partir, il démissionne. Et quand tu refusais, le salarié, il te disait, OK, dans ce cas, je ne reviens plus. Vous n'aurez pas le choix. Vous allez devoir me licencier. Sauf qu'en fait, non. Ça, il faut le dire aussi. Ouais, l'entreprise n'a pas le choix, n'a pas l'obligation de licencier. Et quand il n'y a pas d'argent, non seulement ça va compter ensuite dans l'indemnisation Pôle emploi parce qu'on reconstitue les 12 derniers mois, mais en plus, ça peut durer quand même un certain temps. Et surtout, quand tu t'étais amené à dire oui à un, la réalité, c'est que c'était un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième. Et à un moment donné, le RH s'est envoyé bouler. Enfin, moi, ça m'arrive de dire, voilà, vous avez dit oui une fois, voilà. Maintenant, allez fermer la porte, ça va être très compliqué. Ah oui, c'est vrai. Et quand on leur dit de se taire, non, ça ne marche pas du tout. C'est intéressant. Et puis ensuite, la difficulté, c'est que foncièrement, on n'avait plus la main sur ça. Donc, je pense que c'est aussi l'une des raisons qui a dit, parce qu'on l'a entendu dans les radios, pour dire, mais vous inquiétez pas, les salariés ne sont pas idiots. Ils ne vont pas démissionner, ils demandent des RC. Et si, dans ces cas, si vous refusez, il y a l'abandon de poste. Je pense que ça a dû aussi agacer, une espèce de mécanique qui consistait à dire, au bout d'un moment, on force un interlocuteur à licencier, parce que c'était ça un peu l'idée. Donc, je pense que par cette option, ils se sont dit, on va contourner la situation, on va arrêter d'obliger l'employeur à licencier, parce qu'il n'a pas envie de le faire, en fait, lui. Le salarié veut partir, on va revenir à la genèse. Soit tu restes, soit tu démissionnes, mais l'espèce de truc au milieu, il faut être d'accord pour les deux. Mais ça va rigidifier aussi les deux. C'est-à-dire que la RC, désormais, si le salarié n'est pas très chaud, il va avoir tendance à dire non plus. Donc dans les deux cas, à mon avis, ça va. Je ne sais pas si ce serait équilibré, mais... Mais moi, je trouve qu'il y a plein de salariés dans le cadre des RC, quand on en discute. Alors parfois, comme tu dis, c'est un peu une posture de se dire si j'ouvre la porte à la RC, je vais avoir pas mal de gens qui vont aller en négocier une. Mais j'ai des salariés qui régulièrement me disent non, mais moi, je m'en fous des indemnités. Oui, bien sûr, c'était ça à chaque fois. Moi aussi, je confirme. En l'occurrence, je trouve que c'est un bloquant pour l'entreprise parce que parfois les indemnités sont quand même relativement conséquentes en fonction de l'ancienneté. Et ça, c'est dommage que ce soit un coût qu'on puisse pas annihiler. Je suis d'accord avec toi. Souvent, ils s'en fichent. C'est pas ça qu'ils demandent. Ils vont vite partir à autre chose, de tourner la page. Je suis d'accord. Exactement. Et du coup, parfois, c'est bloquant pour l'entreprise parce que ça peut représenter un coût sur le long cours. Et en fait, pour le coup, du coup, on dit non. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que je disais, il faut dépasser le débat. Dans ce cas-là, il faut parler des ruptures conventionnelles et pas parler de cet abandon de poste, créer une fiction juridique. Si le collaborateur revient pendant la procédure, il n'est plus présumé démissionnaire. Le texte prévoit une remise en main propre du courrier pour un salarié qui n'est pas là et que par construction on n'arrive pas à toucher. Il n'y a pas de délai. Il ne pourra pas avoir de remise à main propre avec quelqu'un que tu ne connais pas, que tu ne sais pas où il est. Bonjour, c'est pas vous. Bonjour. T'es où? Je te remets en main propre? Non. Donc c'est assez contrariant pour un juriste. Ils sortent un truc, il n'y a pas les modalités, il n'y a pas les décrets, il n'y a pas de délai. Non, mais à un moment donné, ça c'est sûr que ça va être la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc c'est une insécurité juridique pour les entreprises. Et donc, nous, en tant qu'avocat d'entreprise, on est relativement réticents à ce genre de mesures. Est-ce que les entreprises auront le choix de se positionner? Elles auront toujours le choix. Oui, elles ont toujours le choix. Ça n'empêche pas de procéder à un licenciement pour motif disciplinaire. Moi, évidemment, je conseille de le faire parce que c'est beaucoup plus sécurisant que d'avoir une présomption de démission qui peut être renversée. C'est pas une présomption irréfragable en plus. Donc, le collaborateur pourra toujours aller au prud'homme derrière. Si son nouveau job ne marche pas ou s'il n'est pas content de la manière dont ça se passe, il pourra toujours derrière chercher les prud'hommes pour dire mais non, mais cette présomption, en fait, j'avais écrit un courrier il y a 3 mois disant combien j'étais harcelé moralement et c'est pour ça que je suis parti. Qu'est-ce qu'ils vont dire les conseillers prud'hommes? Non, c'est pas une démission légitime. Oui, bien sûr, c'est sujet à caution. Et donc, bien sûr, ça va produire les effets d'un licenciement sans cause réelle sérieuse, et on en revient au point d'origine. Première question qui était déjà bien piquante. Ça. Est-ce que celle-ci va être plus sympa Je prends l'initiative de retourner. Bravo. Alors, quels sont les sujets RH ou juridiques que les DRH ne prennent plus ou pas au sérieux? En gros, je pense qu'à travers la question, c'est soit des sujets pour lesquels on pensait que ça allait être hyper difficile ou que ça allait être hyper impactant. En fait, ça l'est pas vraiment, ou le contentieux ne s'est révélé très, très marginal. Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu voir en disant on pensait que ça allait être, exemple, la formation, on pensait que la CPF, c'était pas pris, et finalement... ça n'a pas un impact extrêmement important. Alors la formation, malheureusement, on l'avait vu avec le DIF et on le voit avec le CPF, malheureusement, il y a un effort d'évangélisation qui n'est pas encore suffisamment fait dans les entreprises. Surtout dans les PME. Je m'en retourne vers vous. Par contre, pour la fraude, ils ont compris le truc. C'est très clair, oui. C'est une combine. Oui, d'un côté, oui. Mais j'ai dit CPF finalement. Bien sûr. C'est pas bête, merci. Donc voilà, après, je pense que ce qui est sous-estimé, c'est depuis 2 ans, et ça se confirme, c'est les difficultés du management à distance.
C'est-à-dire on le voit, le télétravail est maintenant rentré dans les mœurs, alors que pendant des années, on était assez nombreux à militer pour du télétravail choisi, mais il y avait des réticences managériales énormes. On pourra peut-être en reparler dans une des questions. Ah, peut-être. J'ai dit Donc, peut-être. Je ne vais pas insister dessus du coup, mais en revanche, l'appréhension du télétravail à distance et du mix télétravail, donc management à distance et management physique, c'est quelque chose qui est assez appréhendé. Quand on ne communique que par échange de messages, sans savoir, pardon, j'appuie sur la table, sans savoir, finalement je le fais, sans savoir comment le message va être reçu par le collaborateur, dans quel état d'esprit il est quand il est chez lui, s'il a 2-3 enfants qui lui courent après et qui va lire un mail qui est envoyé de manière totalement anodine par l'expéditeur, mais qui va être reçu comme une agression par le destinataire. Je ne sais pas si vous avez eu ce genre de problématique, mais moi, quand je remonte le fil des personnes qui se disent en souffrance, souvent on arrive à voir quel a été le point de rupture, le point d'achoppement, en disant là vous avez déconné, et c'est ce mail-là en fait qui a déclenché toute la problématique, des raisons pour lesquelles maintenant le collaborateur veut partir. Donc je pense que cet aspect-là a été beaucoup sous-estimé par les DRH. Mais est-ce qu'après, il y a des sujets, par exemple, moi je sais qu'il y a sur certains sujets, on me disait vous faites de la mousse, cette expression m'a gonflé, qui était notamment qu'on t'a amené à avoir les hypothèses de non-consultation d'IRP. On va te dire je ne l'ai pas fait, est-ce qu'il y a des conséquences? Alors nous, on fait évidemment des caisses, de coûts, en fait, il n'y a rien qui se passe. Donc on a fait inquiéter tout le monde, approvisionner des sommes pour rien. Est-ce qu'il n'y a pas parfois, proportionnellement, et notamment moi je le vois, parce que j'ai vu sur Twitter, le nombre de contentieux prud'hommes s'effondre. Ouais. Donc est-ce qu'il n'y a pas maintenant des RH ou des chefs d'entreprise qui disent honnêtement, ça ok, c'est un sujet très bien, les probabilités de chance que ça aboutisse, c'est quoi? Comme le harcèlement moral, la moyenne quand même des dommages d'intérêt, c'est 7 000 €. Donc est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre les risques potentiels et la réalité de la vraie vie, qui est de dire malheureusement, au bout du bout, vous n'avez pas tort, finalement les risques sont tellement bas, parce qu'on va se dire, enfin moi je peux le dire, qu'entre les délais de contentieux de prud'homme qui sont de 2-3 ans, il y en a beaucoup qui vont dire que finalement le risque, par rapport à la prise de risque, elle vaut pas le coup. Parce que les délais judiciaires dans tous les domaines sont extrêmement longs, et c'est pas une spécificité dans le travail. À Nanterre, hein. Je viens d'être envoyé en 2026 en CPH à Nanterre. Non mais c'est en honteux. Section encadrement. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas. Oui, et ben, on a les mêmes honteux. cas au niveau du JAF, on a les mêmes cas au niveau pénal, c'est partout. Donc, on a une paupérisation de la justice. Donc, est-ce que c'est pas aussi un moyen de. Est-ce qu'il n'y a pas des sujets où certains RH se sont dit, c'est pas grave? Franchement, des accords collectifs, des trucs qu'on ne remet pas au goût du jour en disant de toute façon les risques. Oui, alors en direct, oui, en relation directe, sur le cas, oui. Après, moi, ce sur quoi j'appelle l'attention de mes clients, c'est les effets à moyen terme, c'est-à-dire l'exemplarité d'une mesure contre un tel, l'exemplarité de telle posture par rapport aux IRP, etc. Sur le coup, effectivement, le risque juridique et les conséquences en amende pour le délit d'entrave ou ce genre de choses, c'est assez minime. En revanche, ça laisse des traces dans les relations sociales. Et c'est pour ça que moi, mon positionnement est vraiment... Je ne me présente pas comme avocat d'employeur, mais comme avocat d'entreprise. Et la sémantique a son importance. L'entreprise est une collectivité qui inclut aussi les collaborateurs. Et je serai toujours extrêmement réticent, en tout cas j'attirerai toujours l'attention de mon client sur les conséquences à moyen terme d'une décision qu'il va prendre. Même si immédiatement il peut en retirer un bénéfice effectif et tangible, à moyen terme, ça peut dégrader les relations sociales, ça peut dégrader l'image, la confiance dans le DRH. Il y a l'effet qui se coule de la décision et de se dire... et le après, en fait, c'est clair. Je te rejoins sur le côté où tu es content parce que peut-être financièrement, tu es content de ton projet. Si on parle peut-être un peu plus... moins RH, mais et généralement on oublie un peu le après, c'est comment on va gérer ça en termes de communication, en termes de dialogue social, de confiance. Et surtout de crédibilité. Combien de fois je vois des CSE qui ont de la défiance du management parce qu'il y a un truc qui a été mal fait. Je vais vous laisser parler là-dessus parce que c'est un peu moins juridique, mais ça découle d'une décision juridique. Oui, alors parfois aussi, tu as des directions générales qui ravissent leurs propos. C'est-à-dire que ça arrive aussi d'avoir, à un moment donné, à un instant T, une validation d'une décision, une augmentation, et en fait, au dernier moment, tu as un veto. Tu passes un peu pour une truffe.
Et tu dis, vous allez rire. En fait, le budget qu'on je vous annonçais qui était de 500 000 € pour l'accompagnement, vous retirez un 0, mais vous mettez un devant. Oui, d'accord, mais on y perd. Oui, vous y perdez. Mais il y a une défiance. Alors après, je pense que les partenaires sociaux ont quand même la faculté de tester si vraiment tu avais une mauvaise foi à la base ou si ils comprennent que c'est pas vraiment toi qui as pris la décision. Mais je comprends. Je pense que ça dépend peut-être aussi des structures. L'écosystème par exemple startup, on est quand même beaucoup basé sur la confiance, même sur des startups sont pas hyper proches du juridique, là où dans les boîtes qui sont plus structurées, moi j'avais dans mon ancienne boîte, le CSE était très fort, avait vraiment voix au chapitre, ils étaient accompagnés par un avocat, ils connaissaient vraiment le droit je suis d'accord qu'il y a une carence au niveau de pas de la compétence du CSE dans l'écosystème startup, mais un peu quand même. Néanmoins, ça quand même, tu sens quand même qu'il y a une relation de confiance qui peut vite s'effriter et ça peut vite s'emballer dans un contexte où tout se dit. Dans une startup, je dis pas qu'il n'y a pas de secret, mais c'est plus la confidentialité est un peu moins, un peu plus quand même subtile, on va dire, la notion de confidentialité. C'est joliment dit. Oui. Il devient bon. No comment. Et du coup, tu as quand même cette naissance-là quand même d'une crédibilité, ou en tout cas d'un manque de crédibilité du RH, en tout cas de la personne qui gère les RH dans une start-up, quoi. Mais en revenant clairement sur l'idée que c'est pas le CSE qui va et puis parfois le RH n'a pas vraiment son mot à dire, c'est-à-dire qu'on prend, typiquement on a un prud'homme, on va prendre un avocat pour nous défendre, l'avocat gagne alors que pour le coup tu t'étais dit effectivement il y a peut-être des petits problèmes d'accompagnement, comme tu disais tout à l'heure, mais le simple fait de dire t'as de beaux yeux aujourd'hui, tu vois, et de le dire de manière répétée, la personne n'a pas forcément connaissance ou conscience de l'impact que ça peut avoir sur son interlocuteur ou trice très souvent et du coup c'est vrai que toi tu te retrouves un peu pris entre deux feux et c'est bien pour la boîte de gagner, mais effectivement ça peut amener de la défiance. Mais toi tu savais bien que Tartampion il faisait un peu du rentre dedans à machine et du coup t'as cautionné quelque part le fait qu'on ait là on te répond mais c'est la franchouillarde, c'est bien, c'était de l'humour, on n'a pas le même sens de l'humour, on connaît le Gérard, ça fait 20 ans qu'il fait ça, etc. Il n'y a pas eu un article d'ailleurs sur le fait que quelqu'un était licencié parce qu'il n'était pas assez fun et pro, c'est ça Si, récemment. Mais je crois pas que je crois qu'il a gagné. Alors après, ça n'a pas été validé. Loin, parce que je me suis dit, ça sent encore. Au début, il refusait parce que mais non, en dehors du temps de travail. Donc, on a considéré légitime qu'il n'avait pas à s'intégrer dans les trucs hors temps de travail. Oui. Après, c'est la judiciarisation, parce que quand c'est des after-work, après, c'est toujours trouver le bon compromis. Donc, à un moment donné, il y a des choses où ça doit, de mon point de vue, en tout cas, transcender des règles juridiques, sinon, honnêtement, on va se taper dessus. Donc, il y a du bon sens commun, et puis après, il y a des déviances qui étaient des pratiques, clairement, qui ne devraient plus avoir cours, mais qui sont des déviances. Ils doivent s'amuser, les juges, quand même. Next. Ouais. C'est à moi de... Je crois que c'est à toi, effectivement. Ouh là là. Alors, attendez, je pioche. Je tourne. Alors... On peut parler du barème Macron. On est un peu perdu. Ça s'applique pas, ça dépend. Ça dépasse. Non, c'est vrai, c'est une espèce de on va exclure les cas dans lesquels ça ne s'applique pas. C'est pour les licenciements nuls. C'est-à-dire fondés sur des discriminations ou des entorses à la liberté d'expression, etc. Donc là, on le sait, c'est clair, ça ne s'applique pas. Juste si tu peux réexpliquer ce que c'est que le barème Macron pour celles et ceux qui ne sont pas forcément des experts. Je croyais qu'on avait... Oui, c'est vrai. Mais pas tout... On parle aux deux. Alors, le barème Macron, c'est en fait un encadrement par la loi des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est-à-dire que lorsqu'un licenciement n'est pas justifié, soit pour un motif personnel, soit pour un motif économique, les juridictions, Conseil des prud'hommes, Cour d'appel, sont contraintes par un barème qui est marqué dans le Code du travail, d'indemnisation dont le montant en fait, va dépendre du salaire de la personne, puisque le référentiel est le salaire de la personne, et de l'ancienneté de la personne au sein de l'entreprise. Et petite subtilité, ce barème diverge entre les entreprises de moins de 11 salariés et les entreprises de plus de 11 salariés. Mais sous cette réserve-là, on a un encadrement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc, est-ce qu'il s'applique ? Il s'applique donc au licenciement sans cause réelle et sérieuse, donc ce qui implique pour le collaborateur ou l'ancien salarié de faire reconnaître que son licenciement n'est pas justifié. Et lorsque la juridiction décide ou acquiesce au fait que le licenciement n'est pas justifié, elle lui accorde une indemnité qui est donc fonction de ce barème Macron. Alors, si on a posé, la question, c'est qu'on a quand même, ça fait partie des lois qui sont parfois pas toujours très bien rédigées ou mal rédigées. On est quand même arrivé avec un texte
qui était donc validé très bien. Il y a une grosse contestation alors de l'opposition à l'époque, mais ça c'est autre chose. On a eu assez rapidement des conseils de prud'homme qui ont dit on n'appliquera pas. C'est pour ça que ça a quand même été un cirque, mais incommensurable. Alors, puis après des cours d'appel qui ont dit oui, d'autres qui ont dit non, d'autres qui ont dit oui, d'autres qui ont dit non, et ça a été tranché. Je trouve que c'est un sujet encore qui est très juridique et finalement pas encore entreprise. En tout cas, j'ai cette sensation-là. Mais tout à fait. Alors, ça a été vendu comme quelque chose qui devait sécuriser les entreprises dans les indemnisations. C'est pas faux, mais qui contraignait les salariés. C'est vrai que les avocats de salariés ont fait une guérilla judiciaire, pas au sens péjoratif du terme, avec des vrais arguments, mais puisque la décision a été, avant que ce soit mis en place, cette disposition du Code du travail a été validée par le Conseil d'État, validée pour avis par le Conseil constitutionnel, et donc on disait qu'il n'y avait pas de risque. Mais les avocats ingénieux de salariés se sont référés en fait à des normes supranationales, en l'occurrence des normes internationales, pour dire cette contrainte d'encadrement n'indemnise pas le véritable préjudice subi par l'ancien salarié. Et donc, en ce sens, elle devrait être jugée illégale. Et effectivement, il y a eu donc des décisions contradictoires des juridictions selon la qualité du dossier qui leur était soumis, jusqu'à ce que la Cour de cassation valide le barème Macron début mai dernier, en ayant pris en considération les avis des instances supranationales sur cette validité ou pas du barème. Ouais. Du coup, entre les délais au prud'homme, plus le fait que les indemnités soient capées, est-ce que en tant que salarié, ça vaut le coup de rentrer dans une procédure de licenciement ? Oui, c'est une bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Bravo Claire. Non, t'as raison. En fait, on assiste à une déjudiciarisation parce que on transige, on alterne. Ça, c'est pas plus mal parfois. Mais on voit aussi quand même des. Oui, c'est parfois. J'ai pas dit à chaque fois. Attention, il y a des situations, c'est pas normal. Mais là, il y a parfois. De manière générale, effectivement, on assiste en fait à un détournement. Déjà, les avocats de salariés continuent à contester cela, espérant faire une question préjudicielle devant la Cour de justice de l'Union européenne, en disant le combat n'est pas terminé. Mais également, beaucoup de salariés invoquent maintenant la nullité du licenciement et donc disent la véritable raison pour laquelle j'ai été licencié, c'est parce que je suis discriminé, parce que je fais partie d'une minorité ou que sais-je, ou parce que j'ai parlé, donc j'ai utilisé ma liberté d'expression et qu'on me sanctionne pour ça. Et voilà, donc on part là-dessus. Et on part aussi sur d'autres éléments qui sont mon forfait jour n'est pas valable, j'ai d'autres griefs. J'avais piscine. Non, mais j'ai d'autres griefs et donc on assiste à une sorte de millefeuille de revendications qui, pour rendre l'addition plus salée vis-à-vis de l'employeur, qui va passer une provision lorsqu'il reçoit la notification, enfin la requête, et ça étalonne aussi quelque part un rapport de force pour transiger derrière. On en revient à ce que tu disais, c'est-à-dire je veux négocier au mieux, donc j'additionne les chefs de demande, et puis à la fin j'obtiendrai bien quelque chose qui sera, j'espère, au-delà du barème Macron, parce que j'ai une faible ancienneté. Il faut bien voir que le barème, quand même, comme il est progressif en fonction de l'ancienneté, quand on obtient 20 mois d'indemnité alors qu'on a retrouvé du travail 3 mois après, l'indemnisation, elle est quand même relativement généreuse. Le 20 mois, à mon avis, c'est pour combien d'ancienneté ? C'est pour au-delà de 25 ans d'ancienneté. Qui a 25 ans d'ancienté des personnes qui ont plus de 50 ans. Ce que je veux dire, c'est que foncièrement, mais tant mieux si quelqu'un reste 25 ans dans la même entreprise. La réalité, c'est que maintenant, qui reste 25 ans dans la même entreprise, c'est quand même peu. Donc, on voit, c'est vrai que j'entends qu'une petite boulangerie pour qui 5 ou 10 000 euros, c'est une somme. Et c'est là, moi, c'est ça qui est très dérangeant, je trouve, dans la manière dont cette loi, ou en tout cas dans la philosophie, elle est de dire on plafonne, on organise pour essayer d'avoir un peu de visibilité. Ok, j'entends. Et j'entends parce qu'il y avait une revendication des TPE qui disait pour nous, c'est des montants importants. Enfin, quand vous êtes un grand groupe, 5 000 euros, excusez-moi, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ce n'est plus un sujet. C'est vraiment, vous pouvez vous permettre de vous faire plaisir, très clairement. Et c'est vrai que les dommages d'intérêt, c'était aussi pour, quelque part, pour pénaliser l'entreprise qui, à un instant donné, n'a pas été OK dans la manière de gérer la collaboration, soit parce qu'elle a clairement dérapé, elle a pu recruter quelqu'un en changeant ses tâches, ou en changeant l'organisation, en le ridiculisant. Et quand on dit, finalement, ça va être 5 000 ou 10 000 euros, et c'est d'ailleurs, je crois, ce que je voyais... il n'y a pas longtemps, qui était de dire on ne sanctionne pas quelque part l'indélicatesse de l'entreprise à verser des petits dommages d'intérêt, alors que pour la TPE, oui, et pour l'ETI ou le grand groupe,
non, et je trouve que c'est pas très juste vis-à-vis alors du, il faut voir, il y a salarié. quand même une marge de manœuvre, puisque le minimum c'est 3 mois et après voilà, ça monte plus haut. Donc les juges ont quand même une marge de manœuvre pour évaluer le préjudice. Apparemment, c'est relativement Mais en droit faible. français, on n'a pas les punitive damages. Exactement. Donc on n'est pas là pour sanctionner l'employeur pour s'être mal comporté. On est là pour voir quel est le préjudice subi par le collaborateur. C'est vrai, tu as raison. Et moi, j'ai eu un exemple dans une des restructurations que j'ai faites dans mon premier cabinet, où tous les salariés qui avaient été licenciés pour motif économique avaient perçu la même indemnité. C'est-à-dire que les conseillers prud'hommes n'avaient absolument pas pris en compte le préjudice individuel de chacun. Ils n'avaient pas étalonné, parce que ça les emmerdait clairement de procéder à ce calcul-là. Ils avaient donné la même chose à tout le monde. Vous avez tous 12 mois. Et on s'est dit, mais non, c'est pas l'esprit de la loi, c'est pas ce qui a marqué dans le texte. On est censé indemniser le préjudice subi par le collaborateur. Le préjudice, il peut pas être le même pour tout le monde. Les situations ne peuvent pas être identiques pour tout le monde. Et c'est vrai qu'il y avait une petite tendance quand même à ne pas individualiser l'indemnisation. Là, alors il y avait une première réforme où on demandait aux juges et aux conseillers prud'hommes de justifier l'indemnisation, qui n'était pas vraiment appliquée, même si nous, on plaidait, avocats d'entreprise, on plaidait vraiment en disant, mais on vous demande de le faire. Dans le syndicat dont je fais partie, on avait essayé même de mettre une grille, c'est-à-dire que les juridictions se prononcent sur chacun des chefs d'indemnisation. Disant, bah oui, ça vaut tant, ça vaut tant, ça vaut tant. Bon, on n'a pas été suivi. Et donc est venue cette barémisation qui est en place, qui est encore une fois challengée au niveau des juridictions. Donc on continue à plaider dessus. Mais voilà, c'est vrai que pour les entreprises, et notamment pour les TPE, les PME, ça a quand même pas mal soulagé leur trésorerie. Complètement. Et faire une loi juste pour les grands groupes, c'était un peu compliqué. Oui, bien sûr, et je pense que c'était pas l'esprit. Mais c'est vrai, mais tu as raison, c'est vrai que en droit français, on n'est pas là pour punir avec des montants à l'américaine, qui sont absolument délirants. A contrario, je veux dire, on ne peut pas non plus reprocher à un salarié qui, je sais pas, moi, est licencié quand même malpropre du jour au lendemain, mais qui, du fait de son réseau, retrouve un travail une semaine après, on va lui dire, finalement, ton préjudice, il n'est pas foufou. Oui, non, mais à un moment donné, ok, mais enfin, dans ces cas-là, c'est la porte ouverte à tout, à toutes les conduites, et on en revient au point qui, pour moi, est le point quand même cardinal, c'est la pesée du risque. C'est-à-dire que si, fondamentalement, ta condamnation, in fine, elle est basse, et on s'aperçoit qu'avec le barème Macron, c'est pas grand-chose, ça vaut le coup, finalement, d'y aller. Et même les transactions, elles vont être plus limitées. Après, moi, ce que je trouve positif, et ça regarde que moi, mais on parle beaucoup de managers toxiques, de gens qui sont indéboulonnables dans les organisations parce que les boîtes ont aussi parfois peur de licencier du fait des montants importants. Je trouve que ça permet aussi de prendre plus de risques sur ce type de profil-là. Alors, ils ne sont pas forcément très représentés dans tous les types d'organisations. Il n'empêche que la parole se délie vachement sur ce type de manager toxique. Je ne sais pas si c'est vraiment lié à ça. Honnêtement, en France, on n'a jamais payé des indemnisations énormes. Navré. Si pour les TPE, honnêtement, moi j'ai vu des boîtes couler à cause je parle pas des TPE. Je parle pas des TPE. Je parle pas des TPE qui sont les petites entreprises. Les petites entreprises coulées à cause d'une indemnisation. Bien sûr, il y a des indemnisations qui sont incohérentes. Mais là, on parle de si on est sur des managers toxiques, on peut considérer qu'on est déjà dans une boîte d'une certaine taille. Et je doute sincèrement que ça soit uniquement pour des raisons. En tout cas, moi j'en ai vu certains garder, on les garde parce que ça pose pas de problème. Si, rapport du fric ou des choses comme ça. Oui, non, mais aussi, mais je pense que... En tout cas, je te rejoins Claire, en tout cas, ça donne une ouverture et une possibilité dans un scénario pour un RH ou financier d'évoquer, en tout cas, de se dire qu'on peut potentiellement partir sur ce scénario-là parce qu'on sait que ça nous coûtera que... en tout cas, le risque peut être plus maîtrisé que si... du jour au lendemain, on essayait de faire en sorte de le sortir. Quoi. Question. Oui, on pourrait en parler. Mais c'est ce que je vois. Il était bien. Fou, c'est à moi ? C'est vas-y. Allez, hop. Je retourne. Ouh là là, 3 lignes. Est-ce que tu pourrais répondre à la question, peut-on tout dire en entreprise ? Comment s'applique la liberté d'expression en entreprise ? Jusqu'où se porte le devoir de loyauté ? Question très intéressante. Super. Alors, très intéressante parce qu'effectivement, elle donne lieu à de plus en plus de contentieux pour les entreprises de droit privé. Et puis, on a eu un arrêt du Conseil d'État il y a quelques jours aussi pour la fonction publique. Donc, c'était assez intéressant. Pas pour la fonction publique, mais pour les recours hiérarchiques des salariés protégés. Et c'est assez intéressant de voir, est-ce qu'on peut tout dire ? Il y a un arrêt qui a fait grand bruit au printemps dernier, c'est l'arrêt de cet animateur télévisuel qui
qui, dans une autre émission que celle qu'il animait, a commis des propos qui ont été mal perçus, assez légitimement, sous couvert d'humour, et qui a été licencié avec pertes et fracas par son employeur. Il faut bien voir que le principe de la liberté d'expression est un principe constitutionnel. Donc il est même au-delà du Code du travail. Et du coup, c'est ce que défendent les salariés qui sont sanctionnés pour avoir tenu des propos. Ils disent, mais moi j'ai une liberté d'expression. Oui, mais il est possible, même pour une disposition de droit de niveau constitutionnel, publique, d'apporter des tempéraments qui sont justifiés. Et on en revient sur le lieu du travail à, quelque part, se poser la question, est-ce qu'on peut rire de tout avec tout le monde, y compris sur le lieu de travail? Sous couvert d'humour, est-ce qu'on peut tout dire? Sous couvert de gaudriole, est-ce qu'on peut harceler moralement ou physiquement quelqu'un? Et la réponse est assez constante, et fort heureusement, elle est non. On ne peut pas abuser de la liberté d'expression, on ne peut pas utiliser la liberté d'expression pour attenter à la personne de nos camarades de travail. Donc qu'un cadre puisse critiquer dans un COMEX ou même dans une entreprise les orientations de son entreprise, ça c'est de la liberté d'expression. Et on ne peut pas le licencier pour ça. Et s'il est licencié, c'est un licenciement nul. Nul, carrément. Nul. C'est atteinte à parce que ça va être sur ce fondement-là. Exactement. Okay. Donc pas de barème Macron. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Oui, mais attention. Ça dépend de la façon dont tu l'adresses aussi. Ça dépend de la façon de le dire. Il y a un devoir, et c'est bien ce que dit la question, on voit qu'elle a été rédigée par des juristes ou des gens qui ont des compétences en droit. Il y a un devoir de loyauté vis-à-vis de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas critiquer l'entreprise non plus gratuitement ou porter atteinte, c'est-à-dire faire en sorte que la critique que l'on porte va avoir des conséquences dommageables pour l'entreprise. On ne peut pas dire sur des réseaux sociaux, etc., que l'entreprise fraude ou que l'entreprise fait des choses. Il y a un devoir d'alerte et il y a un processus dans le devoir d'alerte, mais si tu vas directement, publiquement dire au canard enchaîné, désolé pour la pub, des choses sur ton employeur, tu peux être en faute par rapport à ton employeur. A contrario, est-ce que, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais si je donne un avis sur n'importe quoi, par exemple, sans tomber dans la polémique, mais je montre que je suis dans une boîte de santé, et j'écris que je suis contre le vaccin. Est-ce que je ne vais pas forcément nommer l'entreprise et ça n'a rien à voir, je fais juste part de mes convictions personnelles. Est-ce que ça, c'est opposable en disant tu peux pas tout dire, mais j'ai pas cité le nom de l'entreprise, j'ai même pas cité que j'étais en pharmacie, mais je suis juste pas favorable par exemple à la vaccination des enfants, pour prendre un truc plus, ou est-ce que ça l'entreprise peut dire mais en termes de crédibilité ça la fout mal? Et comment sur les réseaux, est-ce que à partir du moment où on n'attaque pas l'entreprise, on peut dire ce qu'on veut, mais dès qu'on attaque l'entreprise c'est limité, ou est-ce que non, c'est pas si simple? Ça dépend si ton profil est un profil corporate ou un profil individuel. Donc première étape, en fait ça va être du cas par cas, donc c'est compliqué de répondre comme ça avec des affirmations péremptoires. Mais voilà, ça dépend de si ton compte est public ou privé, ça dépend si ton compte est corporate ou personnel, ça dépend si tu tags ou tags pas l'entreprise, ça dépend de ton niveau hiérarchique au sein de l'entreprise. Si tu es un représentant de l'entreprise, donc membre du COMEX, etc., ou si tu es un simple manœuvre. J'allais un peu venir sur le sujet en fait de liberté d'expression / aussi position dans la hiérarchie. C'est est-ce qu'on peut tout se permettre, quelle que soit la hauteur finalement dans la pyramide, est-ce qu'un DG peut critiquer le travail de ses directeurs juste dans une réunion, et inversement, est-ce que le directeur peut aussi critiquer sa propre équipe? Je pense qu'il y a aussi cette... Exactement, donc tout ça va être pris en compte pour étalonner si oui ou non tu es légitime à sanctionner la personne pour avoir dit ça. Et même dans la sanction, vous le savez, il y a différents niveaux de sanctions. Donc on n'était pas obligé de licencier pour faute grave quelqu'un qui a tenu des propos... tu peux faire un avertissement. Exactement. Et puis, ce qui était le cas de cet animateur, il avait signé une charte dans laquelle figurait expressément le fait de ne pas faire de blagues sexistes. Oui, donc là, un appel il n'a peut-être pas compris que c'était qu'une blague sexiste. C'est peut-être ça le problème. C'est dommage pour un humoriste. Oui. Mais faire une blague sexiste, quelque part appelons aussi au viol, c'est clairement contre la charte. Et c'est pour ça qu'il a été sanctionné aussi. Donc voilà, il y a ces choses-là. Je voudrais revenir aussi, parce que j'insiste beaucoup, on le voit avec la libération de la parole des femmes ou des minorités, etc. Il y a des comportements qui aujourd'hui ne sont plus acceptables, et des propos qui ne sont plus acceptables. Et typiquement, des blagues misogynes, une fois peut-être, mais à la longue, non. C'est pas des blagues racistes et antisémites, ça a été sanctionné. Et c'est reconnu par la jurisprudence comme étant intolérable. Donc voilà, il y a les sorties
dans des manifestations extra-professionnelles où on est quand même entre collègues et au bout du 3e verre de vin, on se laisse aller à des propos inappropriés, pour utiliser un terme pudique issu des normes anglo-saxonnes, eh bien ça peut être sanctionné parce que ça va heurter les interlocuteurs. Alors c'est pas non plus du wokisme ou du MeToo ou balance ton je ne sais quoi, mais c'est vraiment que il faut prendre conscience que quand c'est dirigé contre des personnes qui se sentent offensées, il peut y avoir effectivement du harcèlement. Là ici, on en revient à l'appréhension juridique, la qualification juridique de certains propos qui sont tenus. Et on en revient à la première question, c'est est-ce que le RH doit avoir certains réflexes ? Oui. Aujourd'hui, typiquement, une vraie sensibilisation sur ces sujets-là. Ça doit être des alertes que le responsable RH doit avoir et il doit sensibiliser. Alors, il doit faire la sensibilisation par de la formation, par de l'accompagnement, pas forcément de la sanction tout de suite, parce que les mentalités aussi doivent bien sûr, changer. Mais il doit avoir ce réflexe-là. Tu peux pas au bar en tant que RH, si tu fais partie d'un collectif et qu'il y a une blague un peu moyenne, commencer à... ça passe pas. Je pense qu'effectivement, comme tu dis, il faut que ça passe par de la sensibilisation. Et j'ai l'impression qu'on avance quand même. Tu disais sur les femmes, maintenant, c'est assez rare que quelqu'un vienne te voir, te complimenter déjà sur ta tenue ou alors faire une blague qui est limite. Je trouve que ça s'améliore. Mais je vois souvent l'écueil dans les petites boîtes où c'est très familial. Alors moi, j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, beaucoup où les gens ont l'habitude de se rassembler, de faire des blagues, savoir que ça fit. Et puis finalement, on grandit, on intègre des gens qui sont plus de ce micro-cercle et on se rend compte que non, en fait, il y a des gens que ça va heurter, il y a des gens qui ont des convictions, il y a des gens qui peuvent avoir un vécu qui est différent du tien. Et c'est à ce moment-là où généralement ça commence à un petit peu... tu commences à avoir en tout cas les anciens qui commencent à partir de la start-up parce qu'ils ne se reconnaissent plus en tout cas dans l'aventure qu'ils avaient connue. Au démarrage. Après, moi je suis toujours assez frileux de me dire que les mentalités évoluent et du coup on est plus enclin à faire évoluer aussi la liberté d'expression. Et je suis toujours, parce que généralement, en tout cas ce que je peux constater, c'est qu'on met maintenant beaucoup sur le couvert sous le couvert de les mentalités évoluent, donc du coup on fait peut-être moins confiance, plus confiance en tout cas aux personnes en disant ah non, il n'y a pas de souci, il est jeune, il n'est pas sexiste ou je suis toujours assez frileux sur ça. Ouais, mais des proches l'avaient dit, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, donc il faut savoir dans quel cercle on s'exprime, avec qui on s'exprime. Si ce sont des gens qui sont capables de comprendre le second degré et que tu ne penses pas un mot de ce que tu dis ou que tu ne vas pas heurter la personne quand tu lui feras un compliment sur si ça le reste ou au contraire une critique sur sa tenue vestimentaire. Bien sûr. Voilà, et tout le monde n'a pas le même niveau d'intelligence émotionnelle pour pouvoir comprendre que tu es dans le bon cercle avec les bonnes personnes. Donc c'est vrai qu'il faut faire de la prévention pour tout le monde. Mais c'est souvent vu comme un peu boring pour les autres salariés. On a une vidéo sur le harcèlement moral et sexuel. C'est chiant. Toi, tu vas faire une formation d'1 heure. Ouais, non, mais ça tu sent vois, la vidéo obligatoire annuelle en disant avec une toute petite musique toute douce, toute mignonne. Des mises en situation où tu te dis mais ok, c'est d'un autre temps. Je comprends. Après, je trouve qu'en plus, ce qui est un peu... C'est qu'une fois que tu as mis le pied un peu dans la sensibilisation et dans la formation, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand tu rencontres une situation... Pour moi, c'est ça le problème. C'est quand tu rencontres une situation dysfonctionnante, à un moment donné, tu peux pas commencer à tourner autour du pot pour dire là, on est dedans. Là. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, la situation, elle est caractérisée. Soit discriminante, soit de harcèlement. Et là, on appelle ça, du courage managérial, je crois. Et là, je trouve qu'il y a encore des grosses pudibonderies derrière. Et oui, ça bouge. Donc, on va dire que les propos sont plus relayés. Moi, j'irai notamment sur les réseaux sociaux. Parce qu'à un moment donné, il faut bien sortir. Il faut bien expliquer ce qui se passe. Donc, parfois, c'est bien fait ou pas bien fait, mais peu importe. Il y a effectivement une dose d'acceptation qui est de dire non, ça, c'est pas une blague. Ça, c'est pas une blague. En l'occurrence, je t'assure, c'est pas drôle. Ça t'a fait peut-être très rire ou ta famille, mais enfin, je l'ai plaint. Donc, ça, c'est pas marrant du tout. Mais après, on est encore au stade où est-ce que l'entreprise va prendre le risque, et encore une fois, est-ce qu'on va prendre le risque de se priver de Tartampion, quel message on donne, est-ce qu'on va paraître aussi pour le relou de service, celui qui, oh là là, franchement, il va encore nous, et on peut vite s'isoler, même le RH la décision est un peu démesurée et on se rend compte que limite on se retrouve un peu l'effet catalogué, c'est pas l'effet que tu recherchais. Exactement. Et dans la formation, il faut aussi apprendre le second degré, c'est-à-dire dépister le fait que la personne, c'est pas parce qu'elle t'a dit ça ce jour-là qu'elle le pense ou qu'elle voulait t'agresser, etc. Je suis rassuré sur le fait que ma
Ma comparaison avec une madeleine. Ah oui, mais ça c'est flatteur, ça pour le coup. Non, mais il faut aussi se souvenir, on a encore le droit de draguer sur le lieu de travail. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ce que dit la jurisprudence, c'est qu'il faut rester sur un pied d'égalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, quand une personne dit non, t'insistes. Oui, et puis il y a des propos qui ne sont pas OK. De toute façon. Il y a des propos qui tu peux jouer, tu peux faire des jeux de dragouille, etc. Ça arrive en plus dans les environnements start-up, vous savez, ça arrive tout le temps, les after-work. C'est ce qui se dit, je veux dire, on est gênés. C'est école de commerce, oui. Les gens, ils sont on pas passe pour des vieux cons quand on le dit, mais voilà, il est quand même possible de draguer fort heureusement, mais il faut faire attention et il faut sensibiliser. Et pour rebondir sur ce que tu disais, on va peut-être conclure là-dessus sur ce point-là, mais il faut faire attention au fait que lorsque le harcèlement est déjà caractérisé, l'employeur est déjà en faute. Il faut bien se souvenir que l'employeur a une obligation de prévenir ces situations d'arrivée et non pas uniquement de réagir une fois qu'elle est intervenue. Clairement. Donc vous confirmez, oui ça fait 3 ans, oui. Donc vous confirmez vraiment que, oui. J'ai bien vu que c'était tendu, parce qu'après 2 ans d'arrêt maladie, je me suis dit, je sais pas, peut-être, non ça va pas là. Bon. Parce que vous êtes 12 quand même être venus, j'ai remarqué. 12 c'est beaucoup, surtout qu'on est 20 dans l'agence, donc moi je suis le problème. On va terminer sur des questions un peu plus, cette fois-ci personnelles. On change de box. Ouais, on change de petite boîte et qui sont gros budget sur ces petits couvercles. Vas-y. C'est à moi de commencer. Je t'en prie. J'ai super bien écrit en plus, tu verras. Ah oui, c'est manuscrit, ouais. D'accord. Quel est ton livre de chevet du moment ? C'est pour moi ? Oui, tout est pour toi, je crois. On peut répondre aussi. Vous avez trouvé ça très très chiant. Mon livre de chevet du moment, s'appelle Le siècle d'or espagnol. Et c'est un essai sur ce qui s'est passé en Espagne entre Charles Quint et Frédéric IV. C'est-à-dire toute la période des conquistadors, les relations avec la famille Habsbourg quand même qui était en Autriche, les Pays-Bas autrichiens, etc. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment un pays qui découvrait un continent qui regorgeait quand même de richesses, que ce soit l'or, que ce soit le cacao, que ce soit la betterave à sucre, etc., n'a pas survécu, n'a dirigé quand même l'Europe parce qu'il avait énormément de richesses. Et en fait, par rapport à la France et à l'Empire austro-hongrois, in fine, il a disparu des radars, guerre de succession, succession espagnole avec les interférences de la France, etc. Mais ça décrit aussi la société espagnole de l'époque et ça m'instruit beaucoup. Donc tu ne lis pas que des textes de loi ? Non. D'ailleurs, je lis la page 47, article 487. S'évader de temps en temps pour justement sortir de tout ça. Et là, se retrouver au 16e, 17e siècle espagnol. Tu ne dors pas à côté du code du travail. Je suis un peu déçu. Oui, je voyage beaucoup grâce à ça. Je te propose de clôturer cet épisode, Pierre, parce que je pense que le talent ne se partage pas et qu'il est unique. Non, en terminant... c'est terminé. Oui, parce qu'on va dépasser sur le timing. On est déjà à 3 heures, c'est ça ? Donc je vous laisse terminer. Il faudra revenir. Merci en tout cas de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés aussi, parce qu'on est aussi sur YouTube. Et puis voilà, je pense, non ? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Peut-être liker, commenter ou partager éventuellement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez à nous les adresser. Et on refera très probablement un épisode, parce que c'est vrai que finalement, on n'a pas tout traité. Non, on n'a pas tout traité, mais il y a tellement de choses. Si Étienne, ça lui dit, bien sûr. Avec plaisir. Tu es déjà invité pour l'année prochaine. Avec grand plaisir, les amis. Alors, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Au revoir.